suis présentement en compagnie de Manu Lemire, que je ne connaissais pas personnellement, mais dont j'entends parler depuis très longtemps. Et là, c'est comme un phénomène pour moi. 26 ans, auteur, coach, entrepreneur, conférencier à l'international. Je me dis, mais ça se peut pas parce qu'il faut que tu aies vécu pour faire tout ça. Alors, c'est la question que je veux poser en me rappelant la phrase de mon amie Anne-Marie qui disait « Il est jamais trop tôt ». Il est jamais trop tard parce qu'elle avait encore des projets jusqu'à la fin de sa vie. Mais s'il est jamais trop tard, il est jamais trop tôt aussi. Alors Manu, il me semble que tu représentes exactement ça, il est jamais trop tôt. Oui, ben en fait, merci premièrement de souligner le fait que malgré mon jeune âge, ça fonctionne bien. Puis regarde, je te dirais que c'est simple en fait. Oui, il faut avoir vécu un paquet de choses, mais il faut avoir aussi su quoi faire avec. Dans le sens où ce qu'on apprend, ce qu'on vit, l'expérience, c'est pas nécessairement ça qui crée la sagesse ou le succès ou la réussite professionnelle ou personnelle, parce que sinon, toutes les personnes qui ont 60 ans et plus seraient des maîtres illuminés de sagesse avec le succès absolu, parce que les expériences s'accumulent, tu sais. Fait que je pense que c'est surtout, comme ma mère me l'a toujours dit, c'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu fais avec. Mais parle-moi-en de ta mère, parce que c'est un peu elle qui t'a forcé à réfléchir, ce que j'ai compris quand tu étais jeune, pour qu'à 21 ans, t'en arrives à devenir un coach puis à aider les autres à réfléchir. Ben, en fait, c'est que j'ai eu, justement, avec ma mère, un background de vie super difficile, avec la violence conjugale, pauvreté, tout ça. Donc, ça m'a amené à me poser rapidement des questions sur pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font. Tu sais, quand je voyais un exemple d'un père qui n'était pas nécessairement idéal, puis d'une mère qui prenait tant soin des autres, qui était comme un ange, ben, je me disais, il doit avoir. Tu sais, j'ai pas pu prendre un modèle parental pour acquis en me disant, c'est ça la vie, c'est ça être un adulte. Fait que j'ai pas eu le choix de réfléchir sur la nature des choses en me demandant pourquoi les gens font ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils disent, puis me demander, moi, j'étais qui par rapport à tout ça. Donc, cette capacité d'introspection que j'ai eue à avoir très jeune m'a servi tout au long de ma vie à ne pas accepter, tu sais, de recevoir de l'information, mais plutôt de la traiter, l'analyser, puis faire quelque chose avec. Puis au lieu de t'imposer des consignes comme on fait avec nos enfants, elle te posait des questions. Oui, ma mère me demandait tout le temps, tu sais, parce qu'évidemment, si un enfant vole un jouet à son ami, la première chose que tu as le goût de dire, c'est « fais pas ça ». S'il te répond pourquoi, tu as le goût d'y répondre parce que c'est pas correct de voler des jouets. Mais dans ce temps-là, je pense du moins que le jeune va intérioriser le fait que, OK, voler un jouet, c'est mal. Pourquoi? Parce que mes parents me disent. Mais là, tu n'es pas en train de faire un travail sur toi, tu es en train de faire de la mémorisation d'un concept. Et le fait que tes parents soient en position de supériorité ou d'autorité, je veux dire, d'autorité. C'est le fun, ça, c'est un mélange de notoriété puis d'autorité. C'est incroyable que les parents ont ça. Donc, quand tu te fais poser des questions, comme ma mère a fait avec moi, de « Manu, qu'est-ce que tu viens de faire? » Là, elle me forçait à identifier « OK, je viens de prendre le jouet de mon ami. » Et là, elle me disait « Pourquoi? » Pourquoi? Ben, parce que je le voulais. Parce que spontanément, on répond ça. Tu sais, je le voulais, le jouet, fait que je l'ai pris. Mais comment tu t'es senti quand tu as pris son jouet? Ben, je sais pas trop, là. Elle disait, toi, ton ami, tu l'as vu pendant que tu prenais son jouet? Comment il avait l'air de se sentir, lui? Ben, il avait de la peine. Fait que là, tu sais, je comprenais ces choses-là. Fait que là, elle me disait, puis de voir ton ami qui avait de la peine parce que tu avais pris son jouet, toi, qu'est-ce que ça te faisait, Manu? Ben, je me sentais pas super bien là-dedans. Fait que là, au lieu de comprendre que voler, c'est mal, parce que ta mère dit que c'est mal, tu comprends que voler, c'est pas bien, parce que tu te sens pas bien par rapport à ça. Fait que là, le comportement, il est acquis, il est intégré, puis c'est fini. Là. Il n'y aura plus jamais de « fais pas ça, fais pas ci ». Tu sais, c'est compris. Au lieu d'être répété puis mémorisé, ça change tout. OK. Toi, ton coach a été Martin Latulippe. Entre autres, oui. Un de tes coachs. Et donc, t'as fait quoi? Académie Zéro Limite, quelque chose comme ça? J'ai fait l'Académie Zéro Limite, la cohorte de 2014. OK. Et c'est comme ça que tu es devenu auteur-conférencier ou c'était déjà là? C'est en fait en 2014. Ma première conférence, je l'avais faite l'automne. Hey, on dirait là, ça c'est la période de ma vie T'en que je suis jamais capable parce que regarde, je OK, sais on coupera que même pas. ma première conférence. On a le droit d'être un petit peu perdu à 26 ans aussi. Oui, c'est ça, c'est l'Alzheimer qui commence. C'est que je sais que ma première conférence à vie, je l'ai donnée en octobre, OK? Un 2 octobre. Fait que tu sais, la mémoire est là. L'année, ça n'a aucune importance. L'Académie Zéro Limite, c'est en mars. Fait que je sais jamais si j'ai donné ma première conférence en octobre d'avant ce mars-là ou l'octobre d'après. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que qu'est-ce que tu avais à dire et comment ça se fait que les gens venaient à toi pour des conseils à 20 ans, 21 ans? Ben, en fait, c'est que, aussi étrange que ça puisse paraître, moi, j'ai pas essayé de convaincre les gens
que j'avais quelque chose d'intéressant à dire. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que être conférencier, c'est d'avoir un message, puis ensuite de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aller le partager, puis montrer aux autres que c'est pertinent ce qu'on dit, puis prouver notre crédibilité. Alors que moi, j'étais pas un conférencier au début, j'étais un gars qui avait un message, mais qui le partageait avec ses amis, avec sa famille. Mais ça a fait boule de neige. Puis ça a fait que mes amis, même à 19 ans, me référaient des gens que je ne connaissais pas du tout. Et ils me disaient, tu iras voir Manu, tu parleras avec, ça va te faire du bien par rapport à ton problème. Fait que tu sais, j'ai comme commencé à bâtir juste une notoriété de gars qui parlent avec le monde. Mais de ça en est venu le fait que j'ai compris que ça avait de l'impact. Fait que progressivement, là, j'ai commencé à comprendre et à connaître un peu le réseau, les gens dans le monde des conférences. Puis j'ai commencé par faire des premières parties. Fait qu'il y avait un conférencier qui avait son public, qui avait son message à passer, puis qui me disait « Manu, est-ce que tu viendrais faire un 15 minutes, par exemple, au début? » Puis là, comme de fait, j'ai fait mon premier 15 minutes, conférence grand public devant 200 personnes. C'était la première partie de Mark Fisher à Québec. Puis depuis ce jour-là, j'ai jamais été porté un CV comme conférencier. Ça a toujours été du bouche à oreille, du « Hey, j'étais là à ta conférence, viendrais-tu parler à mon équipe chez Toyota? » Tu sais, ça s'est toujours fait comme ça, boule de neige. C'était vraiment prédestiné pour toi. Ben, je pense que c'est peut-être prédestiné d'une certaine manière, mais il y a également eu beaucoup d'efforts dans les moments clés où est-ce que ça passe ou ça casse. Il y a beaucoup de gens qui... Donne-moi un exemple. Ben, je vais donner un exemple. Première conférence où ça se passe mal. Beaucoup de gens qui feraient... C'est pas Ils vont pour moi, abandonner, finalement, on va arrêter ça là. Ou même, tu sais, je sais pas, un événement que tu prévois 100 personnes, tu as 6 inscriptions la veille. Tu sais, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui, là. Même que ce soit quelqu'un qui a 20 ans de carrière, quelqu'un qui a 2 mois de carrière, ça peut arriver d'avoir des up and down dans le business comme dans la vie, mais c'est comment tu gères ça, puis qu'est-ce que tu fais après pour continuer qui fait la différence dans le succès ou l'échec, je pense. Là, tu dis dans 45 pays, là, c'est dans ta banderole en bas, à ton kiosque, là, ça m'impressionne. Donc, tu as voyagé, tu as eu des conférences dans plein d'entreprises. Des conférences à l'international, au national, des entreprises, autant que des conférences grand public qu'on organisait moi-même et mon équipe. Donc, par exemple, on dit, OK, on va louer le théâtre Les Feux de la Rampe à Paris, puis on remplit la salle, on vend les billets 2 mois d'avance, puis boum, boum, boum. Et tu vas les chercher comment, ces gens-là? Avec du gratuit, avec du don, avec du cœur. C'est que je vais pas, par exemple, convaincre les gens d'assister à ma conférence ou d'acheter un billet de conférence. Mais je vais parler avec les gens, puis je vais leur offrir le plus possible de contenu gratuit, dans le fond, de trucs, de conseils, ou juste jaser avec eux pour qu'ils fassent « Hey, ça a du sens ce que Manu dit, puis s'il fait une conférence, j'aimerais ça y assister. » OK, fait que toi, ton outil, c'est le web, et tu diffuses beaucoup de choses sur le web pour permettre aux gens donc d'apprendre à te connaître, et aussi avoir les outils en partie gratuitement. Parce que je pense que c'est une vente, en termes de croissance personnelle, pour ma part, c'est surtout de montrer que c'est la relation qui compte. Tu sais, c'est pas promouvoir un produit, promouvoir une conférence, promouvoir un groupe de coaching ou un groupe de développement, c'est vraiment promouvoir la relation que j'ai avec ma clientèle. Tu sais. Est-ce que quand tu vas sur ma page Facebook, tu as les outils, tout, ça te fait du bien, tu en parles à ton entourage, tu vois qu'il y a des changements, ton adolescent a plus le même comportement, un mari et une femme qui reviennent ensemble et qui apprennent à communiquer à cause d'une vidéo gratuite, bien, ces gens-là qui ont ces transformations-là, c'est après qu'ils viennent et qu'ils disent « Manu, si j'en veux plus, qu'est-ce que tu as à offrir? » Mais c'est fascinant parce que tu n'as pas encore d'enfant, tu as seulement 26 ans. Moi, c'est vraiment ça que je trouve le plus intéressant dans ton parcours parce que c'est comme... Comment tu fais pour conseiller des choses que tu n'as même pas vécues encore? Bien, en fait, je le fais le moins possible. Ah, c'est bon ça. Mais pour être honnête, là, je vais vraiment... Tu sais, si j'ai l'impression que je peux pas t'aider, je vais jamais faire comme si je pouvais t'aider. Ou si je le sens pas, je vais te dire, regarde, je vais te dire quelque chose, là. C'est vraiment juste une opinion parce que j'ai aucune idée de ce que tu vis. J'ai jamais passé par là. J'hésiterai jamais à le faire. C'est ça qui fait que les gens qui viennent vers moi, ils viennent pour les bonnes raisons, tu sais. Ils vont pas se faire vendre de la salade, vendre du rêve ou quoi que ce soit. Tu sais, si je peux pas t'aider, je peux pas t'aider. Puis ça me fait plaisir de te référer à quelqu'un qui va pouvoir le faire. Mais tu sais, dans le cas de, par exemple, des gens, je sais pas, qui vivent un divorce. Tu sais, j'ai jamais vécu de divorce. Mais j'ai vécu des expériences dans lesquelles j'avais à gérer des émotions de culpabilité, des situations de manque de communication. Fait que tu sais, tu es capable de faire des parallèles quand même avec ce que tu as vécu et l'appliquer dans des situations que tu n'as pas nécessairement vécues pour conseiller les gens. Parce que quand tu te fais aux besoins primaires, tu es capable d'identifier quand même que souvent, derrière la grosse affaire qui a l'air bien compliquée, il y a un besoin de part et d'autre qui n'est pas respecté la plupart du temps. Fait que tu vas creuser, tu découvres c'est quoi le problème. Puis... C'est magnifique. OK, je veux savoir 2 affaires encore. On est au Salon de l'Éveil. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'éveil? Puis est-ce que tu en as vécu un moment en particulier, un moment charnière où est-ce que tu dis, OK, ça s'est transformé là pour moi? J'ai vécu le moment d'éveil numéro 1 de ma vie quand j'ai lu Le Guerrier Pacifique.
acheté Le Guerrier Pacifique. Pour regarder le film, c'est bien bon. C'est exceptionnel. Moi, ça a transformé ma vie à 18 ans. Ensuite de ça, le moment numéro 2, ça a été ma séance d'hypnothérapie dans laquelle je suis passé de victime à leader en une séance. Ça a été fini. Je vivais de l'intimidation jusqu'à tard dans ma vie. J'étais quelqu'un qui avait pas de confiance en soi. Ça allait pas bien, là, mes choses. Puis même si j'avais l'air de réussir dans le sport ou des choses comme ça à l'extérieur, à l'intérieur, c'était vraiment bloqué. Et tout a débloqué du jour au lendemain. J'ai comme développé une foi aveugle en le fait que j'allais réussir à un point que j'avais même pas idée. Puis il n'y a plus rien qui était capable d'altérer ça. Okay. Une séance d'hypnose, moi, pour l'avoir vécu à quelques reprises, c'est vrai que parfois, en une séance, que ce soit sur une table de Reiki, peu importe, un atelier que vous allez faire, à un moment donné, il y a un moment de bascule qui peut arriver où est-ce qu'on va guérir quelque chose presque instantanément. Oui. Ça a été ça pour toi. Ça a été ça pour moi. Puis il y a plusieurs autres petites expériences d'éveil, par-ci et là. Des fois, c'est une phrase dans un livre. Des fois, c'est une conversation avec un ami. J'étais dans un voyage avec d'autres entrepreneurs récemment en janvier, puis j'ai eu un moment d'éveil. Quand, en plein milieu de la nuit, j'ai décidé spontanément d'aller dans une épicerie 24 heures et d'acheter tout ce que je pouvais acheter pour les itinérants. Fait que des gants, des bouteilles d'eau, des fruits, des collations. Je suis sorti de là avec mon gros sac, puis je me suis dit, il n'y a pas personne que je vais croiser à Vegas ce soir. C'est là-bas qu'on était, qui va avoir faim ou quoi que ce soit cette nuit. Et je vais en faire ça. Je l'ai fait spontanément. Puis ça m'a transformé parce que, tu sais, souvent dans mon domaine, on a tendance à, tu sais, on filme tout, on est toujours là en train de faire les choses pour comme un peu booster notre crédibilité publique, quoi que ce soit. J'ai fait ça cette nuit-là, j'étais tout seul. J'étais tout seul dans les rues, il n'y avait personne qui me connaissait, puis je disais pas, en donnant une banane à un sans-abri, « Hey, tu me suivre sur manuellemain.com, nanana, prends un petit selfie pour avoir l'air du gars qui a de la compassion. » Non, non, il n'y a aucune trace, il n'y a aucune preuve de ça, puis c'est quoi? T'es la première personne aujourd'hui à qui je le partage. Parce que, puis ça c'est vrai. Parce que tu vas le prendre personnel. Non, mais ça sortit spontanément, parce que j'avais envie de te le dire. Mais vraiment, tu sais, c'est pas... pour moi, ces moments-là de vraie humanisation dans laquelle tu te rends compte de l'essentiel, tu sais, c'est des breakthroughs qui n'ont pas de prix. D'accord. Je finis avec ça. Tu es en train de devenir une vedette de la croissance personnelle. C'est quoi la croissance personnelle quand on a 25-26 ans? Ben, je pense que c'est tout simplement d'avoir conscience que on est tous et toutes, à notre manière, merveilleux, merveilleuses, mais d'une façon totalement différente les uns des autres, puis c'est parfait. C'est qu'on n'a pas à se casser la tête. Tu sais, la croissance, pour moi, c'est de revenir vraiment à qui on est, d'être fier de ça, puis d'avancer en contribuant à ce que les autres aussi s'éveillent à la beauté qui est en eux. Écoute, on arrête ça là. Ça pourrait pas être plus beau. Merci, Manu Lemay.